Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au 24e JASP de cette année. Avant de céder la parole à nos deux présidents, Dr Drouin et Dr Perron, voici quelques consignes techniques pour le déroulement de cette plénière. Pour cette activité, nous vous proposons une transcription français-anglais. Pour y avoir accès, il vous suffit simplement de cliquer sur l'un des deux boutons en bas de cette fenêtre. For English speakers, we propose a live translation for this activity. To have access to the English translation, just use the English button down the screen. Nous commencerons cette activité par un mot d'ouverture des Dr Drouin et du Dr Perron. S'en suivra la présentation de la Dr Tam, puis d'une période de questions. Les micros resteront fermés pendant toute la présentation ainsi que la période de questions. Pour poser vos questions, vous serez invité à les envoyer par écrit dans le module de clavardage sur la droite de l'écran et nous nous chargerons de les lire. Pour toute question technique, vous êtes invité à contacter l'équipe Iluxi en utilisant la bulle bleue de clavardage dans le coin en bas à droite de votre écran. Merci et bonne JASP à toutes et à tous. Je cède maintenant la parole à la Dr Drouin. Bonjour à tous. On t'entend. Bonjour à tous et bienvenue à cette 24e édition des Journées annuelles de santé publique. Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est tout un honneur pour moi de lancer cette édition. Évidemment, c'est une formule en ligne, mais surtout après cette pause de plus d'une année due à la pandémie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mylène Drouin, je suis directrice régionale de la santé publique pour la région de Montréal. Mais aujourd'hui, je suis ici à titre de présidente du comité organisateur des Journées annuelles de santé publique. Avant de débuter, le consortium des JASP souhaiterait ouvrir cette journée avec un mot de reconnaissance du territoire autochtone ancestral. Nous habitons tous dans différents endroits à travers le Québec et le Canada. Les journées annuelles de santé publique se tiennent ainsi sur les territoires traditionnels des 11 nations autochtones du Québec. Ainsi, nous aimerions rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'arrivée des Européens et autres vagues d'immigrants, ont interagi les uns avec les autres sur les territoires du Québec. Nous tenons à faire cette mention comme marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones avec qui nous partageons le territoire traditionnel non cédé et comme premier geste de dialogue dans le nécessaire chemin de la réconciliation. Alors, bienvenue à tous, bienvenue aussi à ceux qui se joignent en direct sur YouTube et Facebook pour cette grande plénière où nous avons le privilège d'accueillir Dr Teresa Tam. Cette édition des JASP, donc on est vraiment heureux, c'est plus de 800 participants qui se réunissent évidemment en ligne, mais je pense que c'est un signe d'engouement. On avait tous le goût de se revoir, de partager sur nos pratiques et de les faire évoluer avec les apprentissages de la pandémie. Pour cette 24e édition, un thème s'est imposé à nous, celui des liens et de l'interdépendance entre nous. L'expérience des 20 derniers mois était assez claire. Nous, comme équipe de santé publique, comme grand réseau de santé publique, nous sommes tous mobilisés, peu importe notre champ de pratique, face à cette menace-là pour trouver des solutions, pour s'adapter, pour être innovateurs. Donc, les liens et le travail ensemble, donc le fait de travailler ensemble s'est imposé à nous tout naturellement. On parle évidemment de liens dans nos façons de travailler, en mettant en commun nos forces, en sortant de nos zones de confort. Des liens avec les citoyens et citoyennes qui faisaient face à cette pandémie. Évidemment, les liens entre connaissances, entre expertise et expérience terrain. Plus que jamais maintenant, la population connaît ce qu'est la santé publique. On connaît aussi le champ pratique de l'épidémiologie. On a vu qu'on a plusieurs épidémiologistes qui ont fait leur marque. Mais évidemment, il y a d'autres domaines et d'autres disciplines qui se sont maillées au champ de la santé publique pour nous amener à trouver des solutions à cette crise sanitaire, que ce soit les sciences sociales, les sciences comportementales, l'éthique et bien d'autres. Enfin, il y a ces liens entre humains, tant au niveau individuel que collectif, qui ont émergé ou du moins qui ont pris toute leur place.
toute cette solidarité, cette entraide et cette nécessité de tenir une cohésion sociale, à la fois pour que les mesures sanitaires puissent se mettre en œuvre et devenir efficaces, mais aussi dans le rétablissement de nos communautés. Ce sont des éléments, ces liens sociaux, ces liens entre humains qui vont devoir être investis aussi dans le rétablissement, mais aussi en vue de se préparer à des futures crises. Depuis 23 ans, les JASP incarnent donc un lieu de rassemblement essentiel pour le grand réseau de santé publique. C'est un événement qui mobilise plus d'une centaine de personnes autour d'un objectif commun, celui de la formation continue, celui de la mise en commun et de l'évolution de nos connaissances et de l'échange sur nos bonnes pratiques. Et face aux différents défis qui nous attendent, pour remplir notre mission de protéger et d'améliorer la santé de la population, on a besoin de ces événements de formation et d'avancement de nos pratiques de santé publique. Donc, c'est une première occasion et Dr Tam sera certainement là pour nous aider à mettre la table sur les premiers apprentissages de la dernière année, mais aussi nous projeter dans une perspective d'avenir pour le grand réseau de santé publique. Sur un point plus technique, toutes les informations relatives à la programmation se trouvent sur le site des JASP et sur la plateforme d'événements dans l'espace Mon horaire de chaque participant. Avant de vous quitter, je veux quand même dire un merci tout spécial aux responsables d'activités et à leur comité scientifique, ainsi qu'aux 140 conférenciers qui vont prendre la parole au cours des 3 prochaines journées. On le sait, cette dernière année a été éprouvante pour tous en termes de charge de travail et je veux vous remercier parce que de mettre en place et de faire une journée de formation en ligne avec des nouvelles méthodologies, c'est clairement beaucoup d'efforts que vous avez assumés, donc je vous en remercie. Je tiens à souligner évidemment l'implication des partenaires du consortium que vous voyez ici affichés et qui sont avec nous depuis maintenant 23 ans. Mais aussi également, cette année, on a pu compter sur une collaboration exceptionnelle de l'Agence de santé publique du Canada, à la fois pour la plénière, mais aussi pour l'organisation d'une activité qui est bien courue, celle sur la stigmatisation. Alors, je vais céder maintenant la parole à Dr Stéphane Perron, qui a assumé le rôle de présidence du comité scientifique et qui m'a accompagné là, tout au long de l'année dans la préparation de cette édition. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles JASP et j'espère que vous en ressortirez inspirés. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous pour la première fois à titre de président du comité scientifique des JASP. Les journées annuelles de santé publique s'appliquent chaque année à outiller les acteurs en santé publique avec des activités de formation continue pertinentes. L'édition 2021, heureusement, ne fera pas exception. Même si elle a été préparée dans des conditions exceptionnelles pour toutes et pour tous, nous sommes heureux de vous proposer une programmation stimulante avec 10 activités thématiques sur de nombreux sujets sur 3 jours. La pandémie a été particulièrement éprouvante pour toutes les équipes de santé publique. C'est pourquoi je tiens à remercier particulièrement les responsables d'activités scientifiques et leurs comités qui ont pris le temps de proposer des journées malgré leur horaire très chargé. J'aimerais vraiment souligner aussi la part de nos partenaires tels que l'Institut statistique du Québec, l'Agence de santé publique du Canada et l'Association de santé publique du Québec qui ont fortement contribué aux journées thématiques des JASP 2021, en plus, évidemment, des autres partenaires normaux. Sans la contribution de la communauté de santé publique, ces JASP ne pourraient pas avoir lieu, en fait. J'aimerais remercier particulièrement notre comité scientifique. Malgré les contraintes reliées à la pandémie, le comité a toujours été très présent et uni. Vraiment, la collaboration avec un tel comité, c'est très enrichissant. L'implication de ce comité contribue grandement d'ailleurs à la programmation pertinente. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement notre conseillère stratégique Madeleina Burtin et son apport. Sa contribution a été centrale aussi à cette édition des JASP. Ça fait partie des gens qu'on voit souvent pas, qui travaillent dans l'ombre, mais qui font une grande différence. Merci également aux membres du comité organisateur des JASP et Mylène aussi, avec lesquels nous avons eu le plaisir de collaborer tout au long de l'année de préparation de cette édition. Sur un autre ordre d'idée, j'aimerais souligner qu'en plus des activités thématiques accréditées, vous pouvez aussi profiter pendant les 3 jours de plusieurs activités en marge ouvertes à toutes et tous. Aujourd'hui, de midi à 14 h, vous pourrez visiter les communications affichées échangées avec les auteurs et autrices présents
dans un espace dédié spécialement aux affiches. D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, Aurel va mettre à l'écran les espaces affiches. Donc, oui, communication affichée. Exactement. Vous voyez en fait toute la diversité des travaux. Il est possible d'explorer chaque affiche, mais aussi de consulter certains des auteurs et autrices des affiches associées. Comme vous voyez, il y a des plages horaires d'échanges qui sont prévues et sont indiquées sur la page web. Toujours, d'ailleurs, là, vous voyez très bien, toujours entre midi et 14 heures, il y a des représentants d'organismes phares en santé publique qui vous attendent au Salon des exposants. N'hésitez pas à leur dire bonjour et explorer ensemble les dernières perspectives qu'ils ont à vous présenter. Vous le voyez bien comme il faut à l'écran ici. À 17 heures, ce sera le tour de la relève avec la présentation de projets de maîtrise des étudiants de santé publique. Je vous invite vraiment à aller justement à ces séances-là, ça risque d'être très intéressant. Vous avez vu depuis juin, fait que ça vaut vraiment la peine de regarder chacun des vidéos par ailleurs. Là. On vous a montré depuis le début les déclarations de conflit d'intérêt potentiel des membres du comité organisateur et scientifique des JAS et des conférenciers invités. C'est une exigence pour que les JAS soient accrédités. J'aimerais souligner que l'appel, ça c'est très important, que l'appel de proposition pour l'édition 2022 est déjà ouvert. Tout participant intéressé à soumettre des propositions peuvent le faire avant le 25 janvier 2021. Toutes les informations sont disponibles sur le site web des JAS. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter, on a vraiment l'honneur d'accueillir aujourd'hui le Dr Theresa Tam. Theresa Tam travaille depuis plus de 2 décennies à protéger et à promouvoir la santé des Canadiennes et Canadiens. La Dr Tam est une pédiatre spécialisée en immunisation, en maladies infectieuses, en mesures d'intervention d'urgence et en sécurité sanitaire mondiale, et elle est diplômée du programme canadien d'épidémiologie de terrain. La Dr Tam a été nommée administratrice en chef de la santé publique du Canada en 2017. En plus d'être aux premières loges dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, la Dr Tam a exercé un leadership dans la réponse du Canada à l'éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003. Elle a également siégé au comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé pour le virus Ebola, la polio et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Associée du Collège royal des médecins chirurgiens du Canada, la Dr Tam a publié plus de 50 articles dans des revues avec comité de pairs. Donc, sans plus tarder, Dr Tam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse de me joindre à vous aux Journées annuelles de santé publique. Merci beaucoup, Dr Perron, Dr Drouin et JAS pour cette aimable présentation. Avant de commencer, j'aimerais souligner que je m'adresse à vous depuis le territoire traditionnel non cédé de peuple algonquin-anishinaabe. Les peuples autochtones vivant partout au Canada ont fait preuve d'un leadership et d'un esprit de collaboration communautaire exceptionnel en réponse à la pandémie de COVID-19. Cette année, le 30 septembre, le Canada a commémoré la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est une journée importante pour réfléchir, honorer, se souvenir, ainsi que pour veiller à ce que l'histoire tragique et les séquelles des pensionnats autochtones et d'autres formes de colonialisme et de racisme ne soient jamais oubliées. En tant que chef de file en santé publique, nous devons continuer d'établir des partenariats respectueux et inclusifs avec les peuples autochtones dans notre quête de guérison collective et de véritable réconciliation. J'aimerais d'abord prendre un moment pour toutes et tous vous saluer. Comme professionnels de la santé publique, vous avez vécu directement les effets de cette pandémie et vous avez compris les occasions d'apporter des changements.
Sans l'ombre d'un doute, nous vivons la plus grande urgence de santé publique du siècle. Cette pandémie mondiale a profondément touché toute la population au Canada et partout dans le monde. Comme on peut s'y attendre dans une pandémie, nous avons vécu de grandes difficultés. Nous avons aussi réussi à faire des choses incroyables dont nous pouvons tous être fiers. Au cours des 22 derniers mois, nous avons appris beaucoup de choses sur le virus de SARS-CoV-2, comme ce mode de transmission et la façon de l'empêcher de se propager. Parallèlement, nous avons aussi beaucoup appris sur l'importance de la cohésion sociale et sur le fait que la santé publique ne peut pas faire son travail sans la confiance des personnes et des collectivités. Nous avons appris que tous les ministères doivent considérer leurs efforts pour aider les collectivités et les entreprises à suivre les mesures de santé publique. Le COVID-19 n'avait pas frappé les provinces et les territoires de la même manière. Au cours de la première vague, nous avons été les témoins des conséquences tragiques du virus au Québec et en Ontario, surtout dans les établissements de soins de longue durée. Au cours des vagues qui ont suivi, d'autres provinces et les territoires ont aussi été grandement touchés. Au début de la pandémie, les régions les plus touchées sont nécessairement amenées le reste du pays à prendre exemple sur les mesures d'intervention. La situation n'était pas facile et le reste du pays profitait de leur apprentissage. Nous continuerons d'ailleurs à profiter du partage rapide des pratiques exemplaires entre les provinces et les territoires et de leurs adaptations dans chaque province et territoire. Si l'on examine l'ensemble des mesures qui ont été mises en place au Canada pour aplatir la courbe, on constate que deux éléments clés ont contribué à notre succès. Un leadership efficace et la volonté des gens de suivre le conseil de la santé publique. Dans le domaine de la santé publique, la population est notre passion. Et comme mon collègue le Dr. Ruda m'a rappelé d'autres choses, people follow the prescription. Les gens ont suivi les consignes. La population du Québec mérite que nous saluions sa force et sa détermination à ce chapitre. La confiance mutuelle entre la santé publique et la population est primordiale. La pandémie de COVID-19 est la première à l'ère où les médias sociaux sont bien présents partout dans le monde. Il s'agit d'un moment unique dans le contexte de notre environnement d'information, tellement unique que le thème infodémie a vu le jour pour décrire l'abondance d'informations que nous avons reçues et le fait que les mésinformations et la désinformation se propagent comme un virus et causent un tort réel. Au vu de cet enjeu, la santé publique doit maintenant, dans le cadre de son intervention en réponse à la pandémie, lutter contre cette désinformation, c'est-à-dire la corriger et y mettre fin. Les données et les faits sont essentiels, mais ils ne sont utiles que si nous les véhiculons efficacement pour améliorer la compréhension de la population et changer ses comportements. Nous avons des vaccins, mais pour que ces vaccins puissent sauver les vies, il faut d'abord que les gens ayant se faire vacciner. Lorsque les premiers vaccins contre la COVID-19 ont été autorisés par Santé Canada en décembre 2020, un solide partenariat avec les provinces et les territoires a permis le déploiement des vaccins pour les populations hautement prioritaires. Pour ma part, je suis encore émerveillée par la façon dont la communauté mondiale des vaccins s'est mobilisée pour produire une série de vaccins hautement efficaces en un temps record. Les vaccins et la façon dont ils ont été distribués ont entraîné une baisse notamment des cas, des maladies graves et des hospitalisations.
surtout dans les établissements de soins de longue durée et chez les personnes âgées. Le Comité consultatif national de l'immunisation et le Conseil des médecins hygiénistes en chef ont pu tirer profit de la recherche et de l'expertise sur les vaccins au Québec, y compris les recommandations clés sur l'intervalle à respecter entre les doses de vaccination contre la COVID-19. En travaillant ensemble et mettant nos données et notre expertise respective au profit de tous, nous avons maintenu la cohésion dans notre stratégie globale de vaccination, ce qui nous a permis d'obtenir la confiance de la population à l'égard des vaccins. Nous avons tous appris à établir et à optimiser des partenariats avec des dirigeants de confiance de les collectivités, y compris les dirigeants autochtones, les chefs religieux, les fournisseurs de contenu et des influenceurs de médias sociaux. Je suis aussi très fière de dire que 90% de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une dose de vaccin au Canada et 86% de cette population a reçu 2 doses de vaccin. Il s'agit d'une réalisation remarquable qui témoigne du développement et de l'ingéniosité du secteur de la santé publique au Québec et partout du pays. Nous devons continuer d'augmenter le taux de vaccination et de promouvoir l'information crédible et fondée sur les données probantes afin que les Canadiens soient outillés pour faire le meilleur choix en matière de santé et de sécurité. Vendredi dernier, Santé Canada a autorisé la nouvelle formulation de vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 destinée aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Le CCNI a recommandé l'administration du vaccin aux enfants admissibles avec un intervalle d'au moins 8 semaines entre les doses. Le Canada a déjà reçu la première dose du vaccin. Les enfants ont connu l'isolement social, des perturbations de leurs activités et des problèmes de santé en raison de la pandémie. Ce programme de vaccination fournit aux familles des outils pour protéger leurs enfants contre la COVID-19 et les préjudices collatéraux de la pandémie. On espère que la vaccination des enfants leur permettra de retourner à une vie plus normale et que ce vent d'optimisme encouragera les parents à faire vacciner leurs enfants. Comme professionnels de la santé publique, nous avons que nous réaliserons nos meilleurs gains lorsque nous nous réunirons en tant que société dans le but de promouvoir la santé et le bien-être sans que personne ne soit laissé de côté. Malheureusement, la pandémie a révélé et amplifié des inégalités sociales, économiques et de santé qui étaient profondément enracinées au Canada. Prenons par exemple les effets dévastateurs de cette pandémie sur les personnes âgées au Canada. Partout au pays, il y a eu trop de cas où nous n'avons pas donné les meilleurs soins et le meilleur soutien aux personnes âgées. Et pourquoi en est-il ainsi? Je dois malheureusement avouer qu'ici au Canada, nous n'accordons pas la même valeur à tous les membres de notre société. C'est injuste et comme nous l'avons vu, la stigmatisation associée à l'agisme, au racisme, au sexisme, à l'homophobie et la transphobie, j'en passe, peuvent entraîner de graves conséquences sociales et économiques ainsi que sur la santé physique et mentale. Tous ces éléments perpétuent les inéquités en santé. Dans mon rapport annuel de 2019, j'examinais comment la stigmatisation constitue l'un des principaux moteurs de ces inégalités dans la population.
Pendant la pandémie, certaines formes de stigmatisation se sont amplifiées. Par exemple, nous constatons encore que les personnes qui consomment des substances contrôlées et celles qui sont ou prises avec des problèmes de santé mentale continuent d'être victimes de préjugés. Ceux-ci, dans bien des cas, ont été renforcés en raison de la pandémie et des mesures de santé publique qui en découlé. Le racisme, par exemple, a aussi été attisé en raison de craintes concernant l'apparition de maladies infectieuses. Les personnes d'origine asiatique, notamment, ont rapporté avoir vécu de la discrimination et de la violence. Nous pouvons jouer un rôle de chef de file dans le système de santé en nous engageant à éliminer la stigmatisation, en dénonçant les préjugés systémiques et en prenant des mesures concrètes et durables à l'échelle du système. Une journée thématique de 2 jours organisée par notre agence, l'Agence de santé publique du Canada, vise à présenter les actions concrètes pour réduire la stigmatisation du cadre d'action de l'Agence de la santé publique du Canada. La séance est déjà remplie au max. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le COVID-19 a révélé à quel point nous sommes intimement liés à l'échelle mondiale et locale. Et notre société est aussi forte que notre capacité à prendre soin des personnes les plus vulnérables. Pour mon rapport annuel de 2020, intitulé Du risque à la résilience, une approche axée sur l'équité concernant le COVID-19, je me suis concentrée sur les conséquences plus vastes de la COVID-19, y compris les répercussions disproportionnées des inégalités historiques et actuelles qui subissent des populations précisées au Canada. J'ai souligné le fait que l'équité en santé est une nécessité, non seulement pour ceux qui sont injustement exclus, mais pour nous tous, car personne n'est protégé tant que tout le monde n'est pas protégé. Au sortir de la pandémie de COVID-19, nous aurons des possibilités de transformer le système de santé social et économique. Et il nous incombe à tous de tirer parti de ces possibilités pour rendre notre système plus efficace que jamais. Quels sont donc les changements? Nous avons besoin d'un système de santé publique solide et de calibre mondial qui peut affronter la prochaine pandémie et les perpétuels enjeux de santé publique comme l'aggravation de la crise de surdose d'opioïdes, le dépassement des intervalles de vaccination et de dépistage systématique, et d'autres menaces émergentes comme la résistance aux antimicrobiennes et bien sûr le changement climatique. Au printemps dernier, la personne de mon bureau a rencontré près de 150 personnes, dont certains d'entre vous, afin de recueillir les renseignements et les idées sur les principaux éléments d'un futur système de santé publique et de prendre connaissance de mesures concrètes pour un changement durable. Ce que j'ai entendu au cours de cette discussion a contribué à orienter mon rapport de 2021 que je vais publier très prochainement. Je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu de ceci. J'espère constituera une vision qui favorise un dialogue continu et la prise de mesures pour déterminer à quoi pourrait ressembler un système de santé publique de calibre mondial pour le Canada. Par exemple, la pandémie a mis en évidence le besoin criant d'obtenir les données en temps voulu pour mener des interventions rapides. Un système de données amélioré fournira de meilleurs renseignements, accélérera l'application des connaissances et sera fondé sur une base de connaissances inclusive.
Le système efficace que je propose pourra utiliser un vaste éventail d'outils et adopter les technologies numériques en santé. La pandémie a également révélé la complexité de traitement des questions en santé publique. Pour relever le défi, nous devons moderniser notre structure de gouvernance et de collaboration. La réponse doit venir de la société tout entière, c'est-à-dire que tous les secteurs, des finances à la santé, doivent se réunir pour surmonter des défis qui touchent la santé du public. Nous pouvons tirer parti de toutes les disciplines, tous les outils pour promouvoir les méthodes de travail novatrices. Nous devrions aussi veiller à ce que la planification et les priorités en matière de santé publique des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient appuyées pour qu'elles répondent aux besoins d'une manière proactive et souple qui favorise les solutions locales. Pendant mes discussions avec les dirigeants autochtones, j'ai compris que nous avons la même vision d'un avenir meilleur pour tous. Nous pouvons apprendre les uns et des autres en nous écoutant et en travaillant ensemble pour le bien de toute la population canadienne. Je salue le Québec qui travaille à une approche axée sur la santé dans toutes les politiques, qui est assortie d'un mandat juridique et de ressources pour appuyer les évaluations d'incidents sur la santé. La pandémie a mis en évidence les lacunes du système et les améliorations à y apporter pour maintenir la capacité en matière de santé publique et réagir en cas de crise future. C'est sûr certain qu'on va avoir une autre pandémie. Il sera aussi essentiel que le financement en santé publique soit suffisant et permanent pour que le système de santé puisse maintenir et accroître le bien-être social et économique. Dans son histoire, les investissements en santé publique ont évolué de dents de scie, comme ça. Malgré son mandat très large, le système de santé publique ne reçoit qu'une très petite part des sommes allouées en santé. Cette approche incohérente a nui à la capacité de notre secteur d'atteindre ses objectifs, en plus de nuire à la santé des Canadiens. En anglais, on dit this boom and bust cycle of investment is really not sustainable, and it's a very short-term view. Donc, nous le savons tous, l'argument économique sert de base aux investissements de la santé publique. Des études ont révélé que chaque dollar investi dans la santé publique génère plus de 14 $ d'économie. C'est un rendement incroyable. Les investissements dans la santé publique sont tout autant des investissements dans la pérennité de notre système de santé. Comme nous l'avons vu pendant la pandémie, les mesures de santé publique ont été essentielles pour réduire le fardeau qui pesait sur notre système de santé, réduire la demande de traitements médicaux coûteux et aider les gens à rester en santé. Enfin, j'aimerais prendre un moment pour parler de notre ressource la plus importante, vous. Ici au Québec, comme ailleurs au Canada, la crise sanitaire a accentué l'épuisement chez le personnel de la santé, déjà fragilisé par le manque de ressources, par exemple les ressources humaines présentes avant la pandémie. Un système de santé publique bien préparé doit avoir des capacités de mobilisation évolutive, souples et résilientes, non seulement pour répondre aux besoins immédiats en cas d'urgence,
mais aussi afin de disposer de suffisamment de ressources pour répondre aux nombreuses priorités actuelles et simultanées en matière de santé sans risquer d'épuisement le personnel de la santé. On doit urgemment porter l'attention au investissement de la capacité du personnel de la santé publique, compte tenu du fait que la COVID-19 continue d'être un fardeau pour les professionnels de la santé publique. Il est notamment question de mettre à jour nos compétences en santé publique, pour veiller à ce que notre personnel possède le vaste éventail de compétences dont il a besoin pour relever les défis complexes de santé publique d'aujourd'hui. Notre personnel de la santé doit donner l'exemple et démontrer tout ce qu'il peut faire lorsqu'il est inclusif et diversifié. Cet élément est particulièrement important dans le domaine de la santé publique, dont la mission vise à réduire les inégalités qui mènent à une mauvaise santé, y compris dans les communautés racisées et marginalisées. La conjoncture est maintenant favorable à la transformation, une transformation qui vise à former un système de santé plus durable et une société plus équitable. Comme nous sommes les experts en santé publique, nous devons continuer de faire grand bruit pour préconiser le changement que nous souhaitons voir, tout en étant ouverts d'esprit et disposés à apprendre et appuyer la transformation. Toutefois, pour améliorer la santé, l'efficacité et la réactivité à l'avenir, la santé publique ne peut pas être la seule à tracer la voie. En unissant nos forces avec d'autres chefs de file en santé publique au pays, ainsi qu'avec d'autres secteurs, nous pouvons entamer le dialogue visant à définir le système de santé publique dont nous avons tous besoin et auquel nous nous attendons dans la poursuite de la société prospère et en santé que nous voulons tous. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons nous assurer de bien faire les choses. Good health is public health. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Soyez prudents et restez en santé. Merci et miigwech. Merci, Dr Tam. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, nous avons reçu pour l'instant 2 questions dans le clavardage. Une première de Pierre Deshaies. Donc, je vous lis la question. Que peuvent faire ou que font les autorités de santé publique canadiennes et provinciales pour diminuer les inégalités flagrantes d'accès aux vaccins contre la COVID-19 au niveau mondial? N'est-ce pas un enjeu central pour mettre fin à la présente pandémie, au-delà de la vaccination de la population canadienne? Oui, au Canada, nous sommes vraiment chanceux d'avoir le vaccin très, très tôt, en fait. Nous sommes la première population qui a reçu le vaccin au monde. C'est vraiment important de donner le soutien, pas seulement le soutien financier, mais de donner les vaccins partout au monde. Le gouvernement fédéral a déjà donné plusieurs doses, mais il faut qu'on fasse plus. Donc, il faut qu'on partage le dialogue au niveau mondial avec l'OMS, au niveau de l'UN, Nations Unies aussi, mais en travaillant directement avec les autres pays pour réduire les inégalités maintenant, mais au futur, d'une manière durable aussi. We are, of course, donating some vaccines now, and I hope more rapidly, because we're not using all of the doses of vaccine that we have now. And so you may have heard that we've been mobilizing the Moderna vaccine, the mRNA vaccine now, not just the AstraZeneca vaccine. That has been delivered to Egypt
and I think has just been delivered to other countries as we speak. But it is very important that we do more, because we will never end this pandemic if every country doesn't have enough vaccines. Which is why I think we must not waste our vaccines. We have to be very careful in how we use the vaccines on the ground in order to conserve every dose for everyone else who hasn't received the vaccine. But we are supporting other countries financially. But we are learning at the global level the governance and the collaboration that is needed to achieve that equity. COVAX, the COVAX initiative, the COVAX model has to be re-examined, I think, after the pandemic. But for now, that is the mechanism that we're using to collaborate and to donate vaccines to every country that hasn't got the vaccine yet. But we have a long way to go. The goal is to get everyone vaccinated by l'automne de 2022, but perhaps we can do it faster as well. So thank you for the question, and it's really important. Merci. Donc, nous avons une autre question, également en lien avec la vaccination contre la COVID-19. Donc, merci pour votre présentation. Envisage-t-on la vaccination contre la COVID-19 des enfants âgés de moins de 5 ans? Merci. Oui, il y a déjà les essais cliniques sur le plus petit. On envisage les vaccins peut-être va disponible dans le nouvel an. Pas maintenant. Les essais cliniques sont en voie de développer. Les données probantes ne sont pas encore reçues par la Santé Canada, par l'autre organisme comme le FDA aux États-Unis non plus. So it will be probably in the new year that we will get the result of the clinical trials for kids less than 5 years of age. But it's already good news that we have some vaccines for the 5 to 11-year-olds. And so for now, we will concentrate on supporting parents and for kids to get vaccinated in that age group. J'inviterai donc les personnes à poser des questions. Moi, je vais en avoir une pour la Dr Tam. En fait, vous avez parlé dans votre rapport annuel de la stigmatisation. Est-ce que c'est quoi selon vous, dans les mesures les plus efficaces pour contrer les effets de la stigmatisation sur la santé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la stigmatisation et réduire ainsi les impacts sur la santé? Il y a plusieurs méthodes, plusieurs choses qu'on pourra faire dans le système de santé publique. Premièrement, il faut qu'on pratique les politiques anti-stigmatisation dans notre propre système, dans le système de santé en fait, en travaillant étroitement avec les travailleurs de la santé partout au Canada, au Québec. We must practice what we preach. We know stigmatization, discrimination is very real and it's systemic because of colonization, of racism that is throughout the fabric of our society, but definitely in the health system. And so the first place that we should work in is to make sure that our health system itself changes. And it can be anything from the way we hire our employees that are more diversified, that people trust. It may be changing simply some of the forms that we use to fill in our intake of patients in the hospitals, to respect people's gender, for example. And we must
practice some of the evidence-informed methods like trauma and violence-informed care. And because in public health, we understand the impact of stigmatization on health. It is a determinant of health. We can show data. This is why we need better data systems that are disaggregated to show that populations impacted by stigma have worse health, and using that evidence to make it clear to everybody dans tous les secteurs, de tous les ministres, pas juste le ministre de la Santé, mais les autres, qui travaillent dans tous les systèmes de société, but also, I think, in the private sector. We have a voice. Our voice is quite clear now. During the pandemic, people know who we are. People know Dr. Arruda, people know all of you. And I think this is a very good opportunity for us to lend our voice to reduce stigma in all of its forms. In my report, I also proposed a framework for looking at the intersectionality of stigma. We're not looking at stigma separately. Stigma against people who use drugs, stigma against people who have mental health challenges, stigma against First Nations, Inuit, and Métis. They all coalesce. They come as a intersection between the different stigmas. So how do we do that? So I'm offering a framework that we can use to counter these stigmas that collide together. Because, why is it important? Because the researchers who research in these different areas should come together as a team and look at intersectionality. Because different sectors who are working with different populations should come together and work together to look at solutions. Place-based solutions in the community are very important, but it's very difficult if they're receiving different information from different areas of public health. So by looking at intersectionalities, on va travailler bien ensemble, faire des recherches dans plusieurs domaines ensemble, so that technical areas, epidemiologists, work with social and behavioral scientists, and that we can use the multidisciplinary approach to counter stigmatization. But we must change ourselves first and be the voice of change, be the change that we want to see in this world. Merci. Donc, nous avons une nouvelle question. Donc, l'implémentation des mesures de santé publique dépendent de décisions de dirigeants qui ne font pas nécessairement partie du système de santé publique. Est-ce que l'expérience du Canada s'illustre par des succès et des opportunités de changement quant à la collaboration entre ces deux parties? Votre micro. Maintenant, on a une opportunité incroyable. Pendant la pandémie, tous les secteurs travaillent ensemble. Tous les ministères travaillent ensemble, les ministres, comme on dit, chaque ministre est ministre de la Santé. We have to remind ministers that they're all ministers of health. We have to remember that leaders who work in other sectors also impact health. I actually think this pandemic has offered us an incredible opportunity because we have worked together. So let's look at the lessons learned during this pandemic and see how we can work together, because all of the problems in public health are complex. Tous les problèmes, les enjeux de santé publique est vraiment complex. So we need to collaborate. There's no single solution. But I think that before the pandemic, as I said in my presentation, there's some really good examples in Quebec, health in all policies, looking at health impact assessments, and how we can use those and entrench them in different systems at different levels of government and in society. We need to do more. But I think our voice is heard because of the pandemic.
So we must leverage the opportunity afforded to us, collect some of the information of how different organizations from different sectors have come together. They came to solutions together, because without that, without also the trust of the population, we would never be where we are today. Look at how we made vaccines work. It's not just because we have vaccines, it's because the whole community mobilized to get vaccines into arms. So all of these are lessons that we can use in the future to increase collaboration. But I said, I will offer some ideas about how we do governance, how we have multi-sectoral governance so that we can engage better. We can have more people of diverse sectors and disciplines at the table, but most importantly, have people with lived and living experience also at the table and get their voice heard. So I would challenge all of you in the next few days, but also in the next months, to collect some of the data and information to allow us a future that has better governance and better ways to engage, so that we can have these multi-sectoral responses to tackle the problems of santé publique. Je dis, par exemple, sur le changement climatique, il faut qu'on travaille très étroitement. Maintenant, les impacts du changement climatique sur la santé ne font pas partie du discours politique. Il faut que le change. Les médias maintenant en font état surtout l'été, en particulier lors de vagues de chaleur extrêmes. Mais maintenant, on a l'opportunité de donner notre expérience, les recherches, comme les recherches en particulier à celles des grandes villes. Montréal, par exemple, sont impliquées dans la recherche de solutions et de mesures d'adaptation contre, par exemple, les îlots de chaleur. So we have to use the research that has really been generated by public health to help other sectors to be part of the table, like climate change. We've got to be there and lend our voice, because the public, I can guarantee now, will understand the health impacts of climate change a little bit better. But we can use this opportunity to lend our voice and to make sure that we educate the public on the health impacts of climate change. And then they can, in their turn, speak to the politicians who are in charge of the environment and health and other sectors. So really, I think I am looking at things with optimism, and that we can work together to be the change, as I said. Donc, peut-être c'est la dernière question, Dr. Perron? Il va nous rester une dernière question. Une dernière question. D'accord. Donc, c'est: quelle est votre approche pour essayer de convaincre ou pas les personnes qui s'opposent à la vaccination? Ça, c'est une grande question. Il y a beaucoup d'expertise au sein du système de la santé publique au Québec. FDB, beaucoup de spécialistes. Et peut-être c'est un sujet pour les prochaines journées. But right now, for example, we have children who are being offered vaccines. I think the way that I approach vaccine confidence for parents and for children are several-fold. First of all, we have to focus, of course, at giving the facts, but facts are not enough. But we are capacitating health professionals, first of all, giving them all of the information, all of the facts. What are the results of the clinical trials that demonstrated that there were no safety signals, and in fact, the vaccine effectiveness in the clinical trials was very high, more than 90%. So these facts had to be given to pediatricians, to family physicians, to
public health workers, pharmacists who are working in the domain to give the parents the information that they need. The trusted leaders in the communities, the leaders in First Nations, Inuit, and Métis communities need to be given information and tools so that they can talk to parents and kids. The education sector. So we are giving training, webinars to not just health professionals, but to other sectors as well. We have to leverage social media. Yes, there's misinformation, disinformation that we have to tackle, but we need to prevent those messages from getting out as fast as possible by putting out credible sites that people can get to. But people don't always listen to us. We're too boring. So we need to enlist the help of social media leaders, the content creators. There's lots of them now that are using their voice to increase vaccine confidence as well. But most of all, we need to let parents know that it's to protect their children and to protect their lives mentally and physically. So that's really important. It can't just be about reducing the pandemic spread. That doesn't work. We need to tell stories. I'm asking parents who've had the experience of participating in vaccination and getting their kids vaccinated. There's lots of them who are very enthusiastic. Get them to share their stories. Get parent influencers who can be out there talking to their own peers. And that's often very, very important. But we must be patient. I think that as a pediatrician, we know that one of the ways is to not push too hard. Let people have some space so that if they have more questions, they can come back and ask us some more. We're going to have some videos in French and English, en français et en anglais, called Ask the Experts, so that we heard that parents would like that, so that they can get their questions answered. And all of you are doing great things. And I think that you can also evaluate some of the work that you've done. But clearly, some things have worked because we've achieved a good vaccination rate in Canada. Remember, the majority of the population are not vaccine hesitant, and we're pulling out all stops for the last mile, le dernier kilomètre de notre marathon contre la COVID-19. So the last bit is always difficult, but I think there's lots of innovation out there, and follow the principles. You got great experts in Quebec. I look towards them to teach me. So please engage them in the next few days, and I wish you the best for the next several days. Learn a lot. I'm sure you will. Donc, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Merci énormément, Dr. Tan. Il y a plusieurs petits messages qu'on peut retenir. Le premier message, c'est que finalement, la santé publique, c'est nous. C'est un message que vous avez envoyé, on l'a très bien reçu. C'est nous qui allons faire le changement grâce à un leadership concerté de tous. Et je crois aussi qu'un des messages forts que vous avez envoyé, c'est justement que la COVID, ça a été une tragédie, mais face à cette tragédie-là, on a bien répondu comme système de santé publique et il faut utiliser ce momentum pour faire face à des grands enjeux qui arrivent, entre autres, tout ce qui est trait à la stigmatisation, les inégalités sociales et les changements climatiques. Fait que vraiment, merci vraiment beaucoup, Dr. Tan. Donc, j'invite, pour le prochain point, j'invite tout le monde à se souvenir que les prochaines activités commencent dans quelques instants, soit à 9h50. Je souhaite vraiment des bonnes JASP à toutes et à tous. Je suis très content de comment ça part les JASP pour ces 24e éditions. Merci, au revoir.